Chiquet International, soyez les bienvenus. Une émission en guise de voyage aujourd'hui à travers le temps historique et culturel. En effet, en France, un jour ne passe où la religion musulmane n'est pas la cible de montages mensongers, des manipulations pernicieuses, sous les projecteurs de plateau avec le consentement tacite des responsables. À plus haut niveau, la plupart des médias hexagonaux répandent une litanie simple, fallacieuse. L'islam, une religion sans gêne représentant un corps étranger au sein du flanc si démocratique français. Vraiment. Les apprentis sorciers, agitateurs de plateau, islamophobes assumés, sectateurs racistes, laïcs radicaux et qui ont tous un lien de plus de loin avec le sionisme, il faut le dire, nous révèlent à l'aune d'espaces médiatiques que la culture française et l'islam sont antagonismes et l'histoire le démontrerait sans parler des textes à foison. L'islam, pardon, n'est pas compatible avec l'histoire de France. On le verra. On vous laisse juge. À tout de suite. La représentation de l'islam en France et en Occident et surtout la rencontre entre certaines figures illustres occidentales et l'islam, on va en parler, et surtout pourquoi ce lien qui remonte à 3 siècles est minutieusement est caché. Eh bien, pour en parler, je reçois avec grand plaisir Mohamed Sassi de New York, analyste politique, chroniqueur de Radio Gazelle, entre autres. Il est aussi poète. Enfin, comment le présenter? Mohamed Sassi, bonsoir. Bonsoir, Karim, comment allez-vous? Je vais bien et vous, des chroniques que vous commettez? Bonsoir, merci de m'inviter pour parler justement de cette tumultueuse relation que la France a toujours eue avec le monde musulman. Et pourtant, il est impossible de comprendre notre temps sans considérer bien sûr la conquête arabe, la décomposition de Byzance, sans considérer encore une fois les croisades qui ont été issues bien évidemment par les Français, l'Espagne mort et la reconquista de cette Andalousie qui a tant donné à l'Europe, qui a donné, pas seulement tant donné, mais qui a fait l'Europe avec la Renaissance. Vous avez aussi les échanges et les conflits du XVIIIe siècle, la colonisation, la décolonisation, et ce, depuis l'an 630. Évidemment, c'est un mariage Alors, on a perdu, je sais pas. entre musulmans Ah, de notre année. Alors, Mohamed, Allô? je vous pose la question. Alors, on le disait, cette relation entre l'islam et la France qui remonte à 3 siècles est minutieusement cachée. On le voit, certains agitateurs, des agents subversifs au sein des médias français nous révèlent que la culture française et l'islam sont aux antipodes. Rien ne peut être plus loin de la vérité quand on voit les grandes figures françaises qui se sont converties à l'islam et qui ont défendu l'islam. Donc, première question, pourquoi selon vous on n'en parle pas et pourquoi ce détournement culturel et de l'histoire? C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, la scène politique française se trouve dans une telle situation que si vous ne parlez pas de l'islam, si vous ne parlez pas des Arabes en général, mais surtout des Algériens, il n'y a plus rien sur les news. Et ce que je ne comprends pas, c'est une relation qui a toujours été tumultueuse. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Mais il y a des personnalités françaises qui, heureusement, appellent un petit peu à essayer de se comprendre mutuellement, non pas avec des épistémicides historiques, mais avec la réalité historique. Vous savez, depuis le 7e siècle, c'est-à-dire à la naissance de l'islam et avec l'Europe, il y a toujours eu ces échanges. Il y a toujours eu ces... Il semblerait qu'on ait un petit souci de... plus de 3 siècles. Voilà. Mais encore une fois, ça n'a jamais été, comment dirais-je, initié par les musulmans. Quand vous avez aujourd'hui des gens, des personnalités ces intellectuels français qui se convertissent à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la conquête coloniale et se sont trouvés confrontés à une religion, une civilisation qu'ils vont choisir. Parce que là, ils commencent à la connaître. Donc,
durant cette émission, si vous le permettez, sur le parcours de certains de ces personnages historiques qui ont opté pour l'islam au carrefour du 19e, du 20e, même du 21e siècle, mais c'est surtout pour essayer d'expliquer d'où vient cette dégénérescence entre ces incompréhensions qui Même sont, du 18e, Mohamed, comment dirais-je, même du 18e, on va essayer de remonter un peu plus loin. pardon. Alors, même du 18e, et alors, soit ce sont des grandes figures intellectuelles ou littéraires françaises se sont soit intéressées fortement à l'islam, soit Mohamed, se sont convertis. Alors, pour s'attaquer à l'islam, vous le disiez, et à ses fidèles, on convoque en France, on va d'emblée présenter une première figure. Il s'agit de Jean-Marie Arouet, dit Monsieur de Voltaire. Une photo devrait apparaître à l'écran. Alors, s'il y a bien un esprit qui représente la France, ce serait lui, Voltaire. On se revendique de Voltaire pour attaquer les musulmans et l'islam, sauf que ce dernier n'a pas été islamophobe, si je puis dire, loin s'en faut. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots? oui, évidemment, c'est une grande figure de l'histoire française, c'est une grande figure française. Il n'y a pas d'une rue ou bien d'une stèle ou bien encore d'un monument qui lui est dédié. C'est vrai qu'au départ, Voltaire était très hostile à l'islam. Si vous lisez sa pièce théâtrale, par exemple, Mahomet ou le fanatisme, ça a été composé en 1742, il était considéré comme le parfait exemple. Une pièce, Mahomet ou le prophète, qui a été écrite en 1736, hein, pour rappel. Alors, je ne sais pas si on a récupéré Ah ben Mohamed. là, moi, j'ai les fiches, oui, moi, j'ai consulté, là, je voyais que c'était l'édition de 1742. Mais enfin, encore une fois, lui, il le décrit comme un fanatique, je parle bien au début, hein, un fanatique, un cruel, un fou, ben, ce que vous voulez, hein, il n'y a pas plus méchant, entre guillemets. Euh, Alors, ce que bien nous, sûr, alors il Mohamed, va, c'est en train de se couper. oui, Alors, ce que nous disait Mohamed, c'est que Voltaire avait écrit une pièce de théâtre en 1736 qui s'intitulait Le fanatisme ou Mahomet, le prophète. Une œuvre surtout, malgré le titre, qui plaçait quelques critiques au niveau du clergé de l'époque. La pièce est vite interdite. absolument, Voltaire, par la absolument. suite, est embastillé, il réussit à s'enfuir, il va à Londres, et là, il découvre la traduction du Coran en anglais, sans doute la première dans le monde occidental d'ailleurs, qui s'intitule tout bonnement The Quran en 1734 d'un certain George Steele. Et à partir de là, on voit un Voltaire qui commence à étudier profondément l'islam et qui défend l'islam, chose qui est peu connue. Il le dira lui-même dans un livre qui s'intitule La défense de mon oncle au chapitre 3, Al-Coran. Il faut jeter au feu tout ce qu'on a dit jusqu'ici sur les musulmans, Mohamed. Absolument. C'est ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est en travaillant en véritable historien que Voltaire va forger ses idées sur le monde musulman et plus particulièrement il y a une évolution de Voltaire vers l'islam et qui arrive à son point culminant, comme vous dites, avec l'examen important. Il va faire un On a, on a semblerait des problèmes de communication avec Mohamed. C'est pas grave, on va continuer. On le voit que les élites sont d'une certaine manière faussaires, soit sont faussaires, soit sont d'une double médiocrité, soit elles n'ont pas du tout lu Voltaire, pourtant elles le convoquent très souvent. On le voit, il y a peut-être un problème de culture au sein même des élites françaises, pourtant qui encouragent et qui demandent les gens à s'intégrer, notamment la communauté arabo-musulmane, on leur demande de prendre la culture française à bras le corps. Et on le voit, certaines figures qui ont pourtant défendu l'islam, ces figures sont minutieusement cachées. Alors après Voltaire, il y a surtout une citation d'Hugo, Victor Hugo, qui est aussi un grand poète. Faut-il présenter Victor Hugo, grand esprit de son temps, avec son poème intitulé L'an neuf de l'Hégire, un poème assez méconnu de cet immense écrivain, sublime texte chantant la figure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il disait, il avait l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Alors pour détenir une vision
aussi précise de la personne que représentait le messager, Victor Hugo a vraisemblablement dû être familier avec la sunna, la tradition islamique relatant les actes, les dires et les comportements du prophète, érigé en tant qu'exemple à suivre. Un autre des poèmes de l'écrivain Victor Hugo qui s'inspire du verset du Coran, notamment du chapitre sur le Vilzel, la secousse du dire sacré. Victor Hugo, musulman, selon toute vraisemblance, en tout cas, c'est une thèse qui est défendue par beaucoup de spécialistes. Alors, est-ce qu'on a réussi à récupérer Mohamed Sassi? Toujours pas. On a visiblement des problèmes de communication avec Mohamed Sassi. On va essayer d'avancer tout de même. Alors, il n'y a pas que Victor Hugo hein, qui chante la justice, l'équité, la droiture, la force mentale, l'honnêteté, l'écoute, la bienveillance, l'humilité, le pardon, l'hospitalité et la grande piété pardon, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des valeurs prônées pendant 40 ans de lutte pour le bien de l'humanité. Un autre poète qui le dit, qui a été Alphonse de Lamartine, président de la France à un moment donné, dans son voyage en Turquie, il a écrit un livre qui s'intitule L'histoire de la Turquie. Et il y a une phrase sublime sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il le dit, c'est une phrase extraordinaire. Si la grandeur de l'objectif, l'infime quantité des moyens et des résultats extraordinaires sont les critères qui définissent le talent humain, qui peut oser comparer n'importe quel grand homme de l'histoire moderne avec Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. On le voit, Mohamed Sassi, je crois qu'on vous a récupéré. Oui, oui, mais on a malheureusement, le son était très mauvais. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Alors, j'ai numéré les dires à la fois de Victor Hugo, j'en arrive à Lamartine, on le voit, pour dire qu'il y a une pseudo-caste intellectuelle française qui n'est pas dans, on se demande si elle n'est pas dans une forme de déshérence ou frappée par une forme d'obscurantisme, ou plutôt si ce n'est pas de la mauvaise foi, à savoir qu'on ne parle pas des propos, ou en tout cas des écrits de ces grandes figures intellectuelles à l'endroit de l'islam. Bien écoutez, eu égard à la politique qui est en train de se jouer en France pour les futures élections, encore une fois, et la France, je ne peux pas oublier que c'est la grande sœur ou la petite sœur de l'Église, comme on disait à l'époque, mais a toujours été à faire des épistémicides, à commencer par les croisades. Les croisades, il y en a 3 ou 4 des croisades, où est-ce qu'elles ont été initiées? Elles ont été initiées en France. Et puis ensuite, vous avez des mouvements, je vais faire un petit peu je vais sauter un peu dans l'histoire. Il y a eu les orientalistes. On commence à découvrir justement ce que vous disiez avec Lamartine, par exemple, qui était un des premiers d'ailleurs à traduire le Coran. Vous avez sa grande petite nièce, Valentine de Saint-Pion, qui va devenir musulmane, mystique. Elle va rencontrer même René Guénon en Égypte, etc. Mais ça, je pense. Aussi, hein. Oui, oui, bien sûr, oui, elle s'est convertie à l'islam. Yahya, et qui est enterré en Égypte. C'est cela même. Et donc, à partir de là, vous avez toutes ces figures. Même, vous parlez de Victor Hugo. Bon, j'ai pas entendu ce que vous disiez, vous parlez de Victor Hugo. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande s'il n'est pas mort en faisant shahada. Il y a un très, très beau livre qui a été écrit, c'est Victor Hugo, l'islam, qui lui, comme d'ailleurs Voltaire, au départ, était des virulents opposants de tout ce qui était arabo-musulman. Et puis par la suite, au fur et à mesure de la découverte du Coran et de ce que les musulmans ont apporté comme héritage civilisationnel au monde, ils ont dit peut-être qu'on va remettre ça en question. Mais bien évidemment, on n'a jamais voulu l'accepter. Même par exemple, faire une petite euh, histoire, yani le nom de la Renaissance. Pourquoi la Renaissance? On sort du Moyen Âge, du 10e, je veux dire, non, du 9e au pratiquement 1492, c'est-à-dire l'Andalousie qui sera récupérée par Anne et Ferdinand. Il ne parle pas de ces années-là, c'était the Dark Age. Et après, ça devient la Renaissance. Alors qu'il n'avait absolument rien, que ce soit durant les croisades, où ils vont apprendre la médecine, que ce soit au point de vue de la science, etc. Ils n'avaient rien. Vous avez le Collège de France qui va être créé par François Ier. Et quels étaient les professeurs? C'était des éminents professeurs arabo-musulmans qui venaient où? Qui venaient de l'Empire ottoman. Donc, encore une fois, on ne veut pas reconnaître cet apport que l'islam a apporté
en Europe et notamment en France. On va toujours nous parler de 732 à Poitiers, qui n'a jamais existé d'ailleurs, hein, soit dit au passage. Mais on va oublier de parler de, par exemple, Averroès et Ben Sina, qui va traduire tous ces écrits grecs qui vont donner naissance à la philosophie en Europe, et tout cela après le XVe siècle. Voilà, donc je voulais remettre un petit peu ça en examen. Maintenant, vous avez aussi des gens des personnalités politiques ou philosophiques ou des intellectuels, tels qu'Eva de Vitré, par exemple. Eva de Vitré, c'est une grande philosophe. Elle est scientifique au départ, puis elle devient philosophe. Pour finir, elle va introduire le soufisme en France avec, bien sûr, reprenant tout ce qui avait été fait auparavant par René Guénon, par exemple. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je me pose comme question, c'est que nous avons les faits qui sont là. Il n'y a pas une université au monde qui n'a pas un traité de philosophie, un traité de médecine qui est écrit en arabe. Je ne dis pas par des arabes, mais aussi écrit en arabe, parce qu'il y a aussi la plupart des grands scientifiques sont des musulmans et non pas uniquement des arabes. Mais pourquoi, encore une fois, voulons-nous cacher cet apport? On parle souvent de, je vais prendre quelque chose de tout à fait simple, le château de Versailles, par exemple, le nôtre, qui était un des plus grands designers, il s'est inspiré des jardins andalous. Pourquoi on ne le dit pas? Alors, Et si je... Oui, très bien. Mohamed, pardon, on va continuer bien entendu à parler de l'apport musulman en ce qui concerne la France. C'est un apport qu'on tente de cacher. Il y avait en France, dans les années 50, 60, une grande école d'études islamologiques où il y avait d'éminents islamologues qui étudiaient en profondeur, sans caricature, sans racisme, sans essentialisme, sans préjugés. Et justement, on va écouter un de ces infimes représentants, et puis on revient tout de suite après. On revient toujours à cette fameuse affaire de la religion des origines. Adam était un musulman. Abraham, j'allais dire encore plus, était un musulman. Moïse était un musulman. Jésus était un musulman. Tous ceux qui n'ont pas abandonné la religion initiale étaient des musulmans. Mais une grande partie des juifs et des chrétiens ont erré. Ils ont falsifié leurs écritures. C'est déjà dans le Coran et encore plus dans la tradition interprétante. Par conséquent, ils ont quitté la vraie religion originelle, qui était la religion del fitra, de la nature conforme à ce que Dieu voulait. Fatara, ça veut dire créer, la nature créée par Dieu. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam, qui était déjà avant. Alors, on vient d'écouter un éminent islamologue professeur d'université, qui visiblement connaît bien son sujet. Ce type de témoignage se fait plus que rare sous les projecteurs médiatiques en France, Mohamed. Mais je crois que c'est pas le cas aux États-Unis, puisqu'on est beaucoup plus scientifique quand on parle d'islam, ou en tout cas quand on débat d'islam au sein de l'université. On compare avec la France. Vous qui êtes à New York, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous savez, moi, je vis à New York. Là, une chose qui est magnifique, c'est la religion ici. Bon, faut pas oublier, enfin, c'est pas la laïcité ou la loi de 1905 en France, yani. Mais ici, tout est accepté à partir du moment où vous respectez les fondamentaux de la Constitution. Personne ne va vous embêter ou va venir vous interpréter. Bon, là, effectivement, il ne faut pas cacher qu'avec Trump, ça change un peu. Quand vous avez vu ce qui s'est passé, c'était il y a 3 jours. Il y avait une doctorante musulmane d'origine turque qui était ici aux États-Unis pour faire son PhD, qui a été arrêtée par ICE parce qu'elle avait, comment dirais-je, écrit dans le journal universitaire l'année dernière, lorsqu'il y a eu les événements à Gaza, et elle a exprimé son soutien aux Palestiniens et elle a condamné le génocide qui était en train de se faire. Et puis évidemment, avec Trump, voilà ce qui est arrivé. Encore une fois, il y a une resurgence un petit peu de cet anti-islamisme aux États-Unis, mais qui est, c'est un infime pourcentage par rapport
en France. Par exemple, en France, vous avez 30% des votants, je parle bien des votants en France, qui votent l'extrême droite. Et cette extrême droite, elle s'attaque tous les jours sur Dieu fait, à l'islam. On prend cette affaire du voile complètement stupide pour moi, pour faire croire que toutes ces femmes qui portent le voile, c'est parce qu'on les oblige, c'est faux. Vous avez Zemmour qui n'arrête pas de glousser sur la France et ses origines françaises. Non, Zemmour, sa famille a été chassée d'Espagne. Où est-ce qu'il a trouvé refuge? Après 1492, il a trouvé refuge en Algérie. Et il est devenu français avec la loi Crémieux de 1872, alors que jusque-là, ils étaient considérés comme, entre guillemets, des indigènes. Maintenant, qui viennent dire qu'il est plus français que les Français, plus royaliste que le roi. Non, c'est un juif qui est devenu français avec la loi Crémeux. Cette même loi, d'ailleurs, a été remise en cause par le gouvernement de Vichy, ce qu'on oublie souvent. Oui. Et là, je dis, aux États-Unis, la religiosité aux États-Unis, je pense, à part ces quelques incidents que je viens de citer, non, il n'y a pas, si vous voulez, cet acharnement médiatique auquel les émigrés ou les franco-musulmans ont à faire face en France. Alors, Mohamed, il aurait fallu faire une émission de 3 heures pour citer tous ces intellectuels occidentaux, français, qui ont admiré et qui ont forgé, qui ont admiré l'islam et qui ont forgé la culture européenne. La liste est interminable. Montesquieu, Léon Tolstoï, Nietzsche aussi, Napoléon, Pierre Rossi, Oswald Spengler, Simone Weil, Weil avec un W, à pas confondre avec Yiddish Mama, Gustave Le Bon, et aussi Rimbaud, Arthur Rimbaud, un peu le révolutionnaire de la poésie française. Alors, il n'était plus lui-même après être revenu d'Égypte. Il n'y avait pas un jour, il ne parlait pas d'Allah. Et le seul livre qu'il lisait encore, c'était le Coran, sur Isabelle Rimbaud, qu'il avait vu avant de trépasser à l'hôpital à Marseille. Ben écoutez, c'est sa sœur qui était à son chevet et les personnes qui étaient présentes, il a levé la main, il a demandé à sa sœur de lever le doigt avec Béchicheret. Donc Arthur Rimbaud, il était bien sûr, il a une vie assez tumultueuse, mais il a trouvé l'amour, la passion, c'est grâce à l'islam. C'était un trafiquant d'armes, il ne faut pas l'oublier, il faisait aussi du trafic de drogue. Non, au départ, c'était en Égypte, après, il est parti en Éthiopie. En Éthiopie, trafic d'ivoire, trafic d'armes. Voilà, c'est ça, enfin, entre autres, oui. Mais je veux dire par là, encore une fois, et ce qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est qu'Arthur Rimbaud, le premier Coran qui lui a été offert, c'est par son père qui était un légionnaire en Algérie. Donc, à partir de là, il a découvert. Puis, vous avez quelqu'un d'autre aussi qui est absolument, dont on parle peu, mais qui est passé par l'islam, c'est André Gide, le fameux poète, et qui aussi, lui, à un certain moment, s'est converti dans l'islam. Puis après, c'est avec ses lettres qu'il échangeait avec Taha Hussein à l'Égypte. Taha Hussein lui dit, mais eu égard à ta vie et à ton homosexualité, tu dois abandonner ça, sinon tu ne peux pas rester dans la voie de l'islam. Il y a Eva de Vitré, dont j'ai parlé, puis il ne faut pas oublier non plus de parler d'Isabelle Eberhard. Alors allez-y, pour Isabelle Eberhard, il ne reste plus beaucoup de temps. Mohamed, allez-y, on a 1 minute. Isabelle Eberhard, voilà, son papa est un aristocrate russe, sa mère va aller avec comment dirais-je, avec ses enfants, elle va aller en Suisse. De la Suisse, sa fille, Isabelle, part en Algérie, elle découvre l'Algérie, elle découvre la beauté de l'Algérie, elle s'intéresse à l'islam et surtout, elle écrit, parce qu'elle est journaliste aussi, elle écrit pour défendre les autochtones, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient les indigènes, à l'encontre de ce que leur faisaient les colons. Et évidemment, ça va, encore une fois, je vais essayer de faire vite, elle va être expulsée de France, elle va revenir parce qu'elle va épouser un soldat algérien qui s'appelle Qasim. Elle va épouser un soldat algérien, ce qui va lui permettre de rester. Et elle va même être contactée par Lyoté, qui était au Maroc, pour essayer de la prendre, pour travailler pour lui, pour faire, évidemment, c'était de l'espionnage de sa stratégie, pour l'amener sous le drapeau français, pour évidemment publiciter cette, entre guillemets,
cette œuvre civilisatrice, comme disaient les colons, pour le Maghreb. Elle a refusé. Elle s'est convertie à l'islam. Elle s'est convertie à l'islam. Elle est enterrée en Algérie. Hein. Voilà. Elle est enterrée à Msata, sa mère est enterrée à Naba. Toutes deux étaient musulmanes. Et même au sein de sa propre famille, il ne faut pas oublier son frère. C'était quelqu'un s'était engagé aussi dans la Légion étrangère. Donc après, elle a eu de très très mauvaises relations aussi avec son frère. Mais on pourrait faire une émission aux Eberhard, pardon, et son pied, que c'était un chantre du féminisme dans les pays où elle passait. Merci. Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le dire aussi. Merci Mohamed. Merci Mohamed Sassi. On essaiera de faire d'autres émissions consacrées à ces grandes figures méconnues de la part du public français hein, et des journalistes français. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous, Mohamed. C'est une petite chose. Hein. Très rapidement. Très rapidement. Il faut écouter les musulmans français qui se sont convertis, comme Brené, par exemple. Tous ces gens-là, ils font énormément. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Je vous dis à bientôt. Merci, Mohamed. Parce que c'est demain. Merci encore pour cette invitation. Merci, Mohamed. L'Ishki International arrive à sa fin. Sujet passionnant. On essaiera d'en faire d'autres.